Bonjour chers Normands, Yamil la Normandie, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. Aujourd'hui, je vous propose de parler science et pas n'importe laquelle. La physique, la chimie avec une sommité, un Normand bien entendu, mais ni plus ni moins qu'un Calvadosien, il s'agit de Nicolas Louis Vauquelin. Il est à l'origine de bon nombre de découvertes scientifiques majeures qui continuent encore aujourd'hui à trouver une utilité, notamment en matière de santé, d'énergie ou encore de nouvelles technologies que je vous propose tout bonnement de découvrir à travers ce nouvel épisode, lui qui a connu une destinée exceptionnelle et qui est reconnu encore de nos jours comme étant un scientifique important dans l'histoire du monde. Alors, top départ de ce nouvel épisode, Nicolas Louis Vauquelin, génie normand de la chimie. C'est le 16 mai 1763, dans la modeste chaumière familiale de Saint-André-des-Bertaux, une charmante commune rurale du Calvados, qu'est venu au monde Nicolas Louis Vauquelin. Il est l'enfant d'une famille peu aisée, il faut bien le dire. Son père a dirigé les ouvriers du château des Bertaux, qui étaient possédé par le petit-fils du chancelier d'Aguesseau, vous savez, cet illustre homme d'État dont vous pouvez toujours observer la statue sur le perron de l'Assemblée nationale à Paris et qui, de son vivant, a été notamment président de l'Académie des sciences, qui sans doute a servi de source d'inspiration à Nicolas Louis Vauquelin. Quoi qu'il en soit, le petit Vauquelin a commencé à travailler très jeune, comme cela était coutume à l'époque, au XVIIIe siècle, en suivant les pas de son père au château des Bertaux, le moyen de découvrir les métiers manuels, du bricolage, du jardinage, sans pour autant négliger son parcours d'instruction, sans pour autant ne pas recevoir un enseignement. Et je dois même vous dire, chers auditeurs, que durant ces années-là, il s'est révélé comme un brillant élève, avec d'excellentes notes, un esprit volontaire, une assiduité remarquable, et puis des capacités intellectuelles remarquées, au point même qu'un jour de 1777, le maître d'école est venu frapper au foyer des parents Vauquelin. « Madame, monsieur, je pense que votre fils devrait aller à Rouen pour poursuivre son évolution intellectuelle en intégrant l'officine d'un apothicaire. » Stupeur. « Monsieur, vous êtes sûr que vous parlez bien de notre fils ?» Là, on imagine la surprise des deux parents Vauquelin, à 14 ans seulement, de voir cette invitation, de le faire partir du foyer familial pour se rendre à Rouen. Est-ce certain? Est-ce une bonne idée? Est-ce que cela sera profitable pour ce dernier? Il y a eu de nombreuses réflexions pour qu'au final, malgré tout, le jeune soit envoyé à Rouen. Et on le retrouve dans cette ville à l'agitation permanente, qui vivait au rythme, imaginez-là, de l'activité fluviale, industrielle, pour poser ses valises dans l'officine de l'apothicaire Pierre-François Mézès, qui dispensait alors des cours de physique et de chimie à quelques apprentis. Mais première désillusion, pour Vauquelin, point d'apprentissage, ni de formation, mais un statut de garçon de laboratoire, c'est-à-dire en somme chargé de seconder son maître dans ses recherches scientifiques et chimiques, mais également et surtout, d'entretenir propre l'officine, en somme, d'effectuer le ménage. Mais quand on vous a dit que vous aviez des capacités intellectuelles développées, ce qui vous a amené à venir à Rouen, qu'on vous a autant vanté les mérites, on n'a pas envie, quand on est jeune, que nous sommes fougueux, de s'arrêter là. Et malgré sa position de garçon de laboratoire, Nicolas Louis Vauquelin a fait preuve de malice, a fait preuve de ruse pour pouvoir continuer à s'élever intellectuellement, d'enrichir ses connaissances avec deux méthodes. La première, c'est que lorsque monsieur Mézès était en train de dispenser ses enseignements, le petit Vauquelin a tout fait pour se trouver physiquement dans la même pièce, entretenir l'établi, seconder le professeur, mais en réalité l'objectif premier était de choper le plus d'informations possible. Et la deuxième, sans doute la plus remarquable, je trouve à mon sens, qui illustre bien le personnage et surtout son envie à l'époque, c'est de se nouer, de tisser des liens avec les étudiants à la sortie de la classe pour s'échanger sous le manteau les carnets afin de, le soir même, la nuit tombée, sous la couverture, à la lueur de la bougie, noter dans son propre cahier les enseignements du jour. Mais
À l'époque, la hiérarchie était fortement respectée. Les règles devaient être appliquées à la lettre et un garçon de laboratoire n'avait pas le droit de recevoir les enseignements des étudiants, du moins pas dans les mêmes conditions. Et imaginez là, lorsque le docteur Mézès, un soir, est tombé sur la scène, a démasqué le piège qui avait été tendu par notre Normand. Horreur, damnation, stupeur. Comment ce jeune effronté pouvait-il se permettre de spoiler mon enseignement alors que je lui offre la chance de sa vie en étant dans mon cabinet? Réprimande, avertissement, tu ne recommenceras pas. Mais pour Nicolas Louis Vauquelin, vous imaginez bien, la tentation était trop forte, l'ambition était réelle de devenir chimiste, lui qui baignait dans cet environnement tous les jours, et il a donc repris le risque de continuer sa ruse. Et lorsqu'on se fait attraper une fois, eh bien forcément, nous nous faisons attraper une seconde fois. Et cela n'a pas manqué pour Nicolas Louis Vauquelin qui, dans son malheur, a vécu une scène qui l'a marqué toute sa vie. Une colère noire, rouge, peu importe la couleur, cher auditeur, celle que vous voulez. Des insultes, il a été invectivé, le cahier a été confisqué, déchiré en 1000 morceaux devant lui, avec une colère, encore une fois, qui a tellement marqué, tellement saisi que durant toute sa vie, notre Normand a relaté ce souvenir. Je cite: « On m'aurait ôté le seul habit que j'eusse au monde, j'aurais été moins affligé. » C'est dire. Dès ce moment, c'en fut trop, ce fut assez pour Vauquelin, révolté, écœuré de ce traitement si injuste et se sentant surtout appelé à quelque chose de plus grand qu'une simple domesticité, prit la route de Paris pour tenter d'y faire fortune en se proposant comme élève en pharmacie. Il partit donc à pied de Saint-André-des-Berthos, son village natal dans lequel il avait trouvé refuge au sein du foyer familial, avec, moindre des choses, cher auditeur, la bénédiction de sa mère, muni d'un très petit péticule de 6 francs et de quelques vêtements dus à sa protectrice, Madame d'Aguesseau. Encore les d'Aguesseau. Une fois sur Paris, nous sommes là au cours de l'année 1779, peu d'argent en poche et de repères, Nicolas Louis Vauquelin a d'abord continué à faire ses classes en travaillant 2 ans dans la pharmacie Picard, puis dans l'officine d'Auprêtre. Il a connu des débuts tristement difficiles, il faut le souligner. En effet, avec des petits boulots, aux courtes durées, peu rémunérateurs, en étant mal logé, mal nourri, il s'est retrouvé dans un tel état de faiblesse physique et d'une pâleur digne d'un mort-vivant que chaque fois qu'il s'est présenté devant les maîtres d'établissement pour trouver du travail, il n'a inspiré que rejet et dédain des personnes rencontrées, condamnant en somme toutes ses chances d'embauche. On imagine alors notre Normand là, hagard, perdu dans Paris, seul dans cette ville au rythme effréné, marchant au hasard le long des rues, pleurant sur son sort. Avec sa piètre condition, sa piètre hygiène de vie, il fut atteint d'une terrible maladie et fut contraint de passer des mois à l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris dans des conditions peu confortables. Et oui, il y avait peu de moyens, donc un service de piètre qualité. Mais alors qu'on pourrait se dire à ce moment présent de sa vie que sa destinée dans les sciences était à oublier, qu'il aurait été préférable de retourner en Normandie pour suivre les pas de son père, la Providence est venue contrecarrer la pensée que beaucoup auraient pu avoir et que sans doute vous-même, chers auditeurs, actuellement, pourrez bien avoir, puisque son médecin, un beau jour, conscient de la volonté de notre Normand, l'a conseillé d'aller rencontrer un apothicaire connu dans Paris pour pouvoir également offrir des chances à de jeunes personnages comme lui-même, un certain cher Adam. Il a donc noté sur un bout de papier son adresse et lui a dit « Rends-toi là-bas, peut-être que tu pourras trouver une solution. » Alors, on imagine le cœur battant face à cette ultime opportunité, lui qui, sans doute aussi, s'est dit que son rêve était inatteignable, mais s'est retrouvé dans Paris, courant, arpentant les rues pour se retrouver face à la porte. Il frappa. « Bonjour, monsieur. » Timide présentation, hésitante demande, jusqu'à ce que la main du pharmacien se tende enfin. Ça y est, sa vie allait enfin trouver un sens.
Aube nouvelle de la Sainte-Wave à retrouver sur vos plateformes d'écoute. Touché de sa triste position et de son triste sort, l'apothicaire Sheradam a donc accepté de recueillir le jeune Vauquelin. Se sentant reconnaissant et enfin à sa place, notre personnage a pu révéler l'étendue de son talent auprès de ses camarades, en s'illustrant comme brillant élève une nouvelle fois. Ça y est, l'oiseau pouvait enfin faire son nid. Gourmand de culture, il a appris le grec avec simplicité, s'est porté avec aisance vers la botanique et il n'était pas rare. Je me plais à mentionner cette anecdote, cher auditeur, de le voir lire des feuillets détachés de vieux dictionnaires latins pour apprendre la langue par cœur lors de ses commissions. On l'imagine dans les rues avec son sac de course et en train de lire ses feuillets. Son enseignement a été si rapidement complété pour cet écolier pourtant si mal préparé, rappelons-le, que Sheradam fut inspiré de proposer le nom de Vauquelin pour rejoindre l'atelier de son cousin germain par alliance, Antoine François Fourcroy, un grand chimiste français et homme d'État, lorsqu'il eut besoin d'un auxiliaire en 1783. Dès lors, Nicolas Louis Vauquelin put bénéficier d'un bon logement, d'un revenu digne de 300 francs et, par-dessus tout, de son propre laboratoire, le Graal pour tout apprenti qui pouvait bénéficier de son propre espace, de son propre précaré, pour pouvoir partager le savoir et apporter de nouvelles conditions à la société. Alors, à 20 ans, en 1783, après des années difficiles, il put enfin s'accomplir à cette époque, c'est important de le préciser, où la chimie cheminait enfin vers la reconnaissance du statut de science. Et notre personnage, intelligent comme il fut, perçut à ce moment-là l'opportunité de faire partie de ces hommes précurseurs. Fourcroy était un disciple d'Antoine Lavoisier, l'un des pères de la révolution chimiste de la fin du XVIIIe siècle, et s'est attaché à inculquer les règles de cette discipline émergente dans l'enseignement à Vauquelin. Notre jeune Normand s'est donc formé à la physique, l'anatomie, la physiologie ou encore l'histoire naturelle et, il faut bien l'avouer, malgré la quantité importante de connaissances à apprendre, a tout bonnement confirmé les attentes placées en lui. Il excella dans toutes ces matières au point même de maîtriser avec une précocité éclatante la chimie moderne dont il était l'un des premiers enfants en France. C'est ainsi qu'au bout de 2 ans de formation, en 1785 donc, nous pouvions lire cette information dans le journal de Paris du 14 octobre, je cite. « Science. Le collège de pharmacie a tenu sa séance publique le 23 septembre dernier. La distribution des prix fut faite. Monsieur Crohn, Monsieur Ménissier et Monsieur Vauquelin ont mérité les prix de chimie. Ça y est. À ce moment-là, dès cette date, Vauquelin est devenu un véritable chimiste, une véritable personnalité reconnue de ses pairs, qui allait enfin pouvoir mener au fur et à mesure ses propres travaux. C'est le Graal que tout apprenti scientifique, cherchait, espérait, voulait atteindre à cette époque-là, et aujourd'hui dans des configurations différentes également. Alors, dès sa rencontre avec notre personnage, Antoine François Fourcroy a très vite compris que son élève était appelé à accomplir d'importantes découvertes pour la France. C'est ainsi qu'il introduit le plus souvent possible notre Normand dans la bonne société parisienne pour le présenter, tout simplement aux hommes de science, lui permettant d'intégrer les cercles mondains les plus illustres scientifiques de l'époque. Il faut se rendre compte, cher auditeur, du rôle essentiel qu'a joué Antoine François Fourcroy dans l'ascension de Nicolas Louis Vauquelin. Pris sous son aile, notre personnage fut successivement l'auxiliaire, l'élève, le compagnon assidu de tous ses travaux et enfin son ami. En clair, Fourcroy s'était vertué à vouloir faire de son poulain un grand chimiste et professeur comme lui.
C'est ainsi qu'à partir du début des années 1790, le nom de Vauquelin est peu à peu apparu aux côtés de celui de son maître lors de la publication des travaux scientifiques. Ils signèrent ensemble, cher auditeur, ayez ça en tête, 60 publications, dont par exemple de l'action spontanée de l'acide sulfurique concentré sur les substances végétales et animales, des articles comme l'encyclopédie méthodique, chimie et métallurgie, ou encore dans les annales de chimie. Les années 1790, pour être clair, sonnent véritablement comme celles de l'éclosion du Normand. Dans le contexte révolutionnaire qui plus est, où les innocents d'hier pouvaient être les coupables d'aujourd'hui, et il a fallu, pour Fourcroy d'abord, mais également notre Normand, faire attention à chaque instant de chacune des prises de position, des prises de parole et même des écrits, et j'irai plus loin, des fréquentations. Quoi qu'il en soit, incité et guidé toujours par Fourcroy, notre Normand a intégré la chaire de chimie de l'Athénée des Arts, Sciences et Belles-Lettres en 1792, une institution qui avait pour mission de dispenser des cours gratuits tout en encourageant et récompensant les auteurs d'inventions utiles à la société. En somme, Vauquelin est devenu un maître de conférences chargé de dispenser des enseignements à des élèves, mais il faut bien le préciser, nouvelle déconvenue, comme chaque première tentative, les choses ne se passent pas comme prévu. Vauquelin s'est révélé pour son premier enseignement, pour son premier cours, comme étant un mauvais professeur, tétanisé, tremblant, troublé, muet, incapable d'incarner un professeur, un maître de conférence avec une once d'autorité sans pour autant ne pas être consciencieux vis-à-vis de ses étudiants. Et là, des questions se sont posées à l'issue de cette première conférence. Vauquelin fut un bon élève, oui, mais sera-t-il un bon professeur ? Soyez-en rassurés, Vauquelin est un Normand, un conquérant et ne s'est pas laissé abattre, au point même que dès sa deuxième conférence, ça y est, il a pu dispenser un cours d'une excellente qualité. Alors, cette mission, cette responsabilité lui a permis, un an plus tard, en 1793, par ses brillants travaux, ses connaissances, son réseau, et bien d'être nommé au sein de la classe chimie de l'Académie royale des sciences, un honneur dont, malheureusement, il n'a pas eu le temps de profiter puisque nous sommes en pleine Révolution française à ce moment-là et que la Convention nationale a tout bonnement supprimé toutes les académies le 8 août de cette année-là, puisqu'elles représentaient, ces académies, eh bien, le symbole de la monarchie qui était mourante au profit d'une république naissante. Mais il n'en reste pas moins que malgré cette déconvenue, puisque c'était quand même aussi un Graal que de faire partie de cette instance, Vauquelin avec Fourcroy ont toujours continué de se placer dans la société. Ils ont profité de leur influence grandissante afin de toujours obtenir des responsabilités importantes. Vauquelin, en clair, est parvenu à grimper les échelons, lui permettant de poursuivre d'une part ses recherches et de rester à l'abri de la Révolution, du moins en rendant quand même quelques services, puisque Vauquelin, durant la Révolution française, eh bien, fut mobilisé par la Convention nationale, envoyé en tant qu'inspecteur des mines en Indre-et-Loire pour participer à la production du salpêtre, vous savez, ce produit minéral indispensable à la fabrication de la poudre, si nécessaire en temps de guerre. Et oui, à ce moment-là, toute l'Europe, toutes les cours européennes étaient rassemblées pour conquérir la France et rétablir une monarchie. Il y a eu un bug dans la matrice à ce moment-là et il fallait absolument résorber avant que cela ne se propage dans l'Europe entière, chose qui s'est déroulée en réalité dans l'histoire. Alors, il a donc rempli avec succès sa mission. Après s'être accommodé de son devoir de citoyen et de sa mission, il fut nommé en 1794 professeur de docimasie, qui consiste en réalité à l'analyse quantitative permettant de séparer et mesurer les composants d'une substance à l'école des mines. Il fut professeur adjoint de chimie de l'école polytechnique, agrégé du collège de pharmacie, essayeur de matière d'or et d'argent, donc c'est-à-dire chargé de vérifier la pureté de l'or et d'établir son prix lors d'achat de lingots par exemple, et enfin élu en 1795, membre de la section chimie de la première classe de l'Institut national aujourd'hui
Institut de France, vous savez, euh, le bâtiment qui a été mis en valeur lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec les feux d'artifice, des effets pyrotechniques et également la prestation de Aya Nakamura. Il fut membre de cette instance, une institution aujourd'hui qui rassemble, chers auditeurs, les élites scientifiques, littéraires et artistiques de la nation, afin qu'elles travaillent en somme à perfectionner les sciences et les arts et à développer une réflexion indépendante pour conseiller les pouvoirs publics. Durant ces années, grâce à sa position, Nicolas-Louis Vauquelin a occupé son propre laboratoire, il a pu bâtir sa propre officine avec les sœurs de Fourcroy et pu apporter de nouvelles connaissances au monde et effectuer d'étonnantes et précieuses découvertes pour la science et la santé. Runaway de Speak of Fox à retrouver sur vos plateformes d'écoute. Alors vous pourriez très bien vous dire qu'avec l'énumération de tous ces titres, de toutes ces responsabilités, on en oublierait presque ce qu'a véritablement apporté Nicolas-Louis Vauquelin à la société, à la science et à la chimie ainsi qu'à la médecine. Alors, je vous propose sans plus tarder de découvrir ensemble les principales découvertes de notre Normand. La première, elle apparaît en 1797, c'est la découverte du chrome dans un minerai de plomb rouge de Sibérie, la crocoïté. Grâce à une technique d'expérience consistant à chauffer l'oxyde dans un fourneau à vent avec du charbon actif, notre Normand est parvenu tout simplement à isoler le chrome métallique de différents objets pour en connaître la composition. C'est ainsi qu'il put démontrer avec son collègue Monsieur Lauger que presque toutes les météorites en étaient composées. Par exemple, une première avancée dans le domaine de l'astronomie, du domaine spatial qui était à ses prémices à l'époque. Et cette technique qui était si efficace et permettant de découvrir les composants de matière ou de principes actifs fut repris dans le monde entier, partout les chimistes et minéralogistes afin de connaître les différents minéraux chromés. La deuxième découverte, elle est toujours en 1797, une grande année pour Nicolas-Louis Vauquelin, c'est la découverte et l'identification de l'urée urinaire avec son acolyte et maître Fourcroy. Ils sont tous les deux les auteurs de la dénomination urée, tirée du grec ouron, en somme l'urine. Ce que l'on apprend en sciences et vie de la Terre lorsque nous sommes au collège ou au lycée, il y a derrière cela, dans la dénomination des termes, une trace normande, un petit drapeau qui flotte et vous pourrez très bien, pour ceux qui ont des enfants, leur dire dès ce soir. Pour être plus clair sur l'urée urinaire, c'est la molécule azotée qui provient de la dégradation des protéines par le foie, en somme, ce que nous dégageons, ce que nous expulsons lorsque nous allons aux latrines pour uriner, encore une fois, voilà. Mais plus que de simplement mettre un nom, un mot sur un principe, sur une substance, cette découverte, elle a permis de révolutionner le monde scientifique et apporter des connaissances précieuses au monde de la médecine pour pouvoir soigner avec une plus grande efficacité les malades. Pourquoi ? Parce que la découverte de l'urée urinaire, elle permet d'une part d'étudier le taux d'urée dans le sang et vérifier ainsi l'état de santé d'une personne. Lorsqu'il y a une prise de sang, on vérifie le niveau d'urée. Première découverte importante avec l'urée. Mais la deuxième, c'est qu'elle permet également de vérifier le fonctionnement des reins et du foie. Il y a des maladies très importantes avec ces organes et la découverte de Nicolas-Louis Vauquelin a apporté des connaissances précieuses. C'est ce qu'il faut retenir. Un an plus tard, 1798, la troisième découverte majeure, cher auditeur, la découverte du beryllium dans le béryl et des émeraudes. Le béryl, on le retrouve aujourd'hui comme source de neutrons de longue durée de vie nécessaires au fonctionnement des réacteurs nucléaires. Donc le beryllium permet de faire fonctionner nos centrales nucléaires, a permis de développer ces technologies, un apport précieux puisque
Nous avons bon nombre de centrales nucléaires aujourd'hui pour nous fournir de l'électricité dans nos foyers. Si j'enregistre ce podcast, c'est grâce à cela en quelque sorte. Mais le beryllium, se retrouve dans d'autres objets du quotidien. Je peux vous citer également, des clubs de golf, les balanciers de montres, et a été employé aussi en dentisterie, en entrant dans la composition d'alliages destinés à la réalisation de prothèses dentaires, les couronnes, les armatures de bridge par exemple. Quatrième découverte, cette fois-ci nous sommes en 1803, avec toujours Antoine-François Fourcroy, il y a eu l'identification de l'osmium. En même temps, et je tiens à vous le dire, puisque c'est également des travaux qui ont été importants pour l'histoire du monde, en même temps que le chimiste britannique Smithson Tennant. En effet, l'osmium, se trouve dans des résidus de platine qu'ils ont nommés, nos deux compères, Vauquelin et Fourcroy, le ptène. Et en réalité, avec l'extrême toxicité de son oxyde, l'osmium est rarement utilisé dans son état pur, mais sous forme d'alliage avec d'autres métaux. C'est pour ça, par exemple, que je peux vous citer le tétroxyde d'osmium qui a été et qui est utilisé dans la détection des empreintes digitales. Et oui, si vous avez un portable avec un écran à déverrouiller par vos empreintes digitales, il y a peut-être de l'osmium, du moins il y a les travaux de notre Normand derrière tout cela. Je peux également vous citer d'autres compositions avec de l'osmium, notamment son alliage avec la platine, qui est également utilisé pour les implants chirurgicaux, les stimulateurs cardiaques et les remplacements de valves cardiaques aujourd'hui, où nous parlons d'implanter des organes artificiels comme des cœurs artificiels, il y a de l'osmium avec du platine dedans. Et vous voyez là toute l'étendue des découvertes de notre Normand, mais il y en a encore, je vais vous citer 1806, la 5e cette fois-ci. En étudiant des asperges, il a isolé l'acide aminé-asparagine, le premier à être découvert au monde. Il y a eu également des découvertes de la pectine, de l'acide malique dans des pommes et l'isolation de l'acide camphorique ainsi que l'acide quinique. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais vous pouvez vous rendre compte là aussi du nombre important de nouvelles découvertes. Continuons avec 1809, l'isolation du principe actif du tabac, la Nicotiana tabacum, c'est-à-dire la nicotine en somme. Et vous l'observerez sans doute autour de vous ou vous-même en étant un consommateur, la nicotine est présente dans le quotidien de bon nombre d'habitants de la planète. Enfin, et ce n'est pas une découverte, mais plutôt une contribution qui est encore active aujourd'hui, un héritage qui est encore bien présent dans la société aujourd'hui, c'est à 35 ans la création en 1801 de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Alors, il n'en est pas le père en tant que tel, il a fait partie des créateurs puisque le premier président fut Chaptal, ministre de l'Intérieur de Napoléon Bonaparte. De nombreuses personnalités à ce moment-là se sont rassemblées afin de préserver les intérêts économiques de la France, de faire entrer le pays dans l'ère moderne de l'industrie, de pouvoir concurrencer à une époque où il y a eu les guerres napoléoniennes, les Britanniques, qui étaient particulièrement vigoureux vis-à-vis des Français. Alors, cette société, elle existe encore aujourd'hui. Elle est présidée par Olivier Mousson, que je salue, et continue à être l'étendard de l'industrie nationale en France et également en Europe. Ce qu'il faut retenir, au final, avec toutes ces découvertes, c'est que Nicolas-Louis Vauquelin a été un véritable travailleur hors pair, un génie dont tout le monde reconnaît encore aujourd'hui le savoir, l'assiduité, la verve, la capacité de travail. Et un chiffre est à retenir important, 376 écrits publiés en son nom entre 1790 et 1833. Je peux vous citer le manuel de l'essayeur, dans lequel il a écrit de nombreux articles entre 1789 et 1812, sa thèse sur les opérations chimiques et pharmaceutiques publiée en 1820, ainsi que de nombreux comptes rendus d'opérations analytiques, patientes et laborieuses. Bref, vous l'avez compris, nous devons là à Nicolas-Louis Vauquelin d'importantes découvertes qui ont permis d'améliorer nos conditions de vie, notre médecine, notre expertise de la science, mais surtout d'approfondir les connaissances de notre histoire en tant qu'humanité.
Avec ses travaux, notre Normand est parvenu à obtenir à la fois la considération du monde savant et l'estime de ses compatriotes. Génie de la chimie, il fut alors président de la Société de pharmacie de Paris en 1805, 1808, 1814, fut reçu en triomphe à l'Académie de Rouen en 1810 et fut aussi accepté en tant que membre dans de nombreuses académies européennes, preuve de la qualité que l'on lui reconnaissait. Il y a eu l'Académie bavaroise des sciences, l'Académie royale des sciences de Prusse ou encore la Royal Society britannique en 1823. Alors, à la fin de sa vie, il y a eu une petite déconvenue avec la faculté de médecine dans laquelle il a enseigné en 1822 où cette chaire a été contestée par les étudiants avec notamment la figure de Charles-Victor d'Arenberg qui avait pris la tête de cette dernière et les étudiants reprochés étaient divisés quant à l'apprentissage de l'histoire des sciences. Bref, un sujet compliqué mais qui a abouti avec une forme de révolution puisque bon nombre de maîtres conférences ont été démis de leur mission pour des prises de parti particulières et parfois même au simple motif que de n'avoir trop longuement occupé une place. Et ce fut le cas de Vauquelin, malgré toute l'étendue du savoir et l'apport à la société qu'on lui reconnaît encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tout au long de sa vie, malgré ses missions, malgré ses travaux, malgré ses responsabilités et ses déplacements en France et dans toute l'Europe, Vauquelin n'en est pas moins resté un Normand attaché à sa terre natale, la Normandie. Il aimait à parler en privé de son lieu de naissance, de la pauvreté de ses parents, de l'humilité de sa condition et de ses rudes épreuves depuis son premier âge. En attestent, nombreux sont les écrits mentionnant son habitude de prendre chaque année le chemin de Saint-André d'Hébertot pour honorer sa mère, assurer son bien-être et celui de ses frères, mais aussi et surtout de retrouver les affections de sa famille. Preuve de son amour pour sa province, il fut élu à la fin de sa vie, en 1827, député pour le département du Calvados, a intégré l'ordre de Saint-Michel grâce au roi Charles X, ce qui a représenté, au bout du compte, l'une de ses dernières responsabilités. En effet, sa santé, longtemps chancelante, s'est profondément altérée dès lors. À la suite d'une fièvre nerveuse, conséquence peut-être de ses travaux, il expira paisiblement dans la nuit du 14 novembre 1829 en essayant, signe d'un grand homme de culture, de traduire quelques vers de Virgile. De multiples hommages lui ont été rendus en France, dans le monde mais surtout en Normandie. Une statue à son effigie trône toujours dans la cour de la faculté de médecine de Paris. De nombreux établissements scolaires portent son nom, Dieppe, Toulouse, Paris et surtout une colonne avec son buste au sommet est érigée depuis 1850 à l'intersection de la route départementale 675 et la route départementale 534 dans le Calvados. Y est placé en effet sur cette colonne son buste, y est inscrit dessus, je cite, « À Vauquelin, chimiste, le pays où il est né, né à Saint-André-d'Hébertot le 16 mai 1763. À l'auteur des découvertes du chrome et de la glucine, actif, promoteur de l'analyse chimique rigoureuse. Désormais, cher auditeur, vous saurez. Voilà, c'était l'épisode d'histoire de Normand consacré à Nicolas Louis Vauquelin. On se rend vraiment compte une nouvelle fois que peu importe où nous posons le regard, l'endroit dans lequel nous nous rendons, ce que nous utilisons au quotidien, il y a toujours quelque part un drapeau normand qui flotte d'une certaine manière, que la Normandie a énormément apporté au monde, à la société. Et donc, c'est le message que je souhaite une nouvelle fois passer à travers cette série podcast. D'ailleurs, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à me soutenir, à écouter les épisodes. Ça me donne vraiment de la force et ça me fait surtout comprendre qu'il y a une vraie volonté de mieux connaître l'histoire de notre province qui est millénaire et qui a tellement encore à nous apprendre. Alors pour ne rien manquer, restez au rendez-vous. On se retrouve très vite de toute manière pour un nouvel épisode avec une nouvelle destinée exceptionnelle qui, je l'espère, suscitera votre intérêt et attirera votre curiosité. Prenez soin de vous, à très vite.